Bonjour. Alors, on s'est arrêté hier dans l'hybride. On a dit que la désignation d'une bride, vous avez l'hybride 6B ou 6BX, c'est le type de bride 6B ou 6BX. Vous avez les 13/5/8, par exemple, c'est la dimension nominale, c'est-à-dire la dimension de passage. Et vous avez la série, c'est-à-dire la pression de service. Alors, quelle est la différence entre les brides 6B et 6BX les plus utilisés dans le forage? Les brides 6B, vous les trouvez ici, ils ont un seul plat. Ici et ici, vous avez la gorge du jointor. Alors, pour accorder deux brides de type 6B, on commence par mettre en place le jointor dans sa bride. Après, on met l'autre bride. Vous remarquez ici que la bride supérieure ne se pose pas sur la bride inférieure, elle se pose sur le jointor. Et il va rester ici un jeu d'à peu près 1 cm qui s'appelle le stand-off. Le stand-off, donc un jeu. Là, la bride supérieure repose sur le jointor et tout ce qui vient au-dessus repose sur le jointor. Donc, le jointor est écrasé par le poids de ce qui vient au-dessus. Donc, vous voyez là, on met en place un jointor à l'état neuf, puis une fois qu'on aura posé le prochain élément de tête de puits au-dessus, il va l'écraser, il va se déformer, il va s'écraser et il va épouser la forme des gorges pour faire l'étanchéité. Donc, ça, c'est comment dire, c'est le mode d'étanchéité des brides de 6B. Donc, le jointor s'écrase pour épouser la forme de la gorge pour faire étanchéité. Voilà donc comment travaille l'hybride 6B. Par contre, l'hybride 6BX, 6BX, c'est totalement différent. Vous voyez ici la bride, elle n'a pas un seul plat comme la 6B, mais elle a deux plats, un premier plat et un deuxième plat, deux étages si vous voulez. Vous voyez ici, lorsque vous mettez le jointor et vous posez l'autre bride ne va pas se poser sur le jointor comme la 6B, mais l'autre bride va se reposer sur la bride inférieure. Donc ici, le jointor n'est pas écrasé, il est libre. Il est libre, il peut jouer à l'intérieur sans problème. Donc, il n'est pas déformé pour épouser la forme des gorges. Comment va-t-il faire étanchéité? Il ne fait étanchéité que s'il y a de la pression à l'intérieur. Lorsqu'il y a la pression à l'intérieur, elle va pousser le jointor, elle va le gonfler, alors il va se plaquer contre les gorges et faire étanchéité. Il est plus souple que celui-là. Donc, il va, sous l'effet de la pression, il va gonfler et il va faire étanchéité sur les côtés de la gorge et empêcher ainsi le fluide de sortir à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle un joint énergisé par la pression, c'est-à-dire il n'est activé que s'il y a de la pression. S'il n'y a pas de pression, il reste intact. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut, lorsqu'on écarte deux brides, il faut remplacer le jointor. Au fait, ça, c'est juste pour les 6B. Pour les 6B, parce que le 6B, si vous mettez en place la bride, là, immédiatement, le jointor est totalement, c'est-à-dire est totalement, comment dirais-je, écrasé. Il ne peut pas être réutilisé. Tandis que dans le cas d'hybride 6BX, non. Tant que vous n'avez pas mis la pression ici, il ne se déforme pas. Même si vous mettez de la pression, il gonfle pour faire étanchéité. Lorsque vous purgez, il va reprendre sa place. Donc, normalement, il ne se déforme pas. Tandis que celui-là, il se déforme. Et lorsque vous écartez les deux brides, vous êtes obligé de le remplacer et ne pas le réutiliser. Voilà donc la différence qu'il y a entre les brides 6B
et l'hybride 6BX. Attention, ici, dans l'hybride 6BX, il n'y a pas de stand-off. Il ne faut pas prendre ça comme stand-off. Le stand-off est 0, là. Là, les deux brides sont posées l'une sur l'autre. Donc, il n'y a pas de jeu ici entre les deux. Les jointeurs, maintenant, les jointeurs doivent être soit en fer doux, soit en fer inox, en acier inox. L'essentiel, ils doivent être plus faibles que l'hybride elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une fuite au niveau du jointeur, ici ou ici, il faut que ce soit le jointeur qui se détériore et non pas la gorge du BOP, parce que le BOP, quand même, il coûte très cher. Donc, là, le BOP, il est fabriqué dans un acier très résistant, tandis que le jointeur est fabriqué dans un autre métal, en général de l'acier, qui est moins résistant. On dit du fer doux ou bien de l'acier inox. Donc, il est moins résistant que les BOP pour que s'il est sifflé, c'est lui qui va s'endommager et non pas la bride. Voilà. Donc, le jointeur, on l'appelle jointeur ou torique à cause de sa forme. Ça, c'est un tor, c'est un cerceau, c'est un tor. Les jointeurs, pour les brides 6B, vous pouvez trouver des jointeurs de type R, les deux là sont du type R, ou bien la RX, qui sont plus souples, avec un trou ici d'égalisation de pression entre les deux brides. Entre les deux brides là. Donc, vous pouvez trouver tous ces joints qui se remplacent. Par exemple, si vous avez un jointeur de type R, là, on dit octogonal, c'est-à-dire qu'il y a 8 côtés. Celui-là est octogonal symétrique, tandis que celui-là, il est octogonal mais asymétrique, c'est-à-dire il n'est pas symétrique. Voilà la différence entre celui-là et celui-là. Ça, c'est le R, ça, c'est le RX. Ou bien, il peut être ovale. Mais il n'y a pas de souci. Ils sont interchangeables, c'est-à-dire que si vous utilisez un jointeur de type R et il est détérioré, on peut le remplacer par celui-là. On peut le remplacer par celui-là sans aucun problème. Ils travaillent tous de la même façon. Tandis que pour les types 6BX, vous n'avez qu'un seul type, c'est le jointeur BX. C'est tout. Par exemple, par exemple, si vous avez un BOP 5000 psi, 1358 5000, vous trouvez le jointeur BX 160, par exemple. Alors là, il est octogonal, il a un trou d'égalisation des pressions, il est plus souple que celui-là, comme je vous ai dit, pour s'activer uniquement sous l'effet de la pression. Donc, celui-là, ce type de bride n'a qu'un seul jointeur, tandis que ce type de bride a tous ces jointeurs qui sont interchangeables. Voilà concernant les brides. Recommandation d'utilisation, un jointeur ne doit jamais être réutilisé. Bon, là, c'est la règle API, mais pour moi, le jointeur 6BX peut être réutilisé, comme je vous ai dit, surtout si vous ne l'avez pas trop mis sous pression, il est encore intact, tandis qu'un jointeur BX, de type B, c'est-à-dire R ou RX, là, si vous écartez les deux brides, il faut le remplacer parce qu'il est déformé. Les gorges des brides doivent être parfaitement propres. Il faut bien les nettoyer sans utiliser quelque chose de grattant, par exemple un grattoir ou bien un burin ou bien une brosse métallique, c'est interdit. Il faut utiliser du gasoil pour enlever les saletés. Après, il faut les laver avec de la barite pour bien les nettoyer. Le jointeur doit être inspecté avant sa mise en place et ne doit porter aucune trace de choc. Le montage peut se faire à sec ou à l'huile légère. Attention là, il est strictement interdit d'utiliser la graisse. Il est strictement interdit de remplir les gorges d'huile ou de graisse. Là,
les gorges doivent être sèches. Là, on peut utiliser de l'huile hydraulique, de l'huile légère, mais attention, il ne faut pas exagérer avec l'huile. Il faut seulement essuyer le jointor avec de l'huile légère, c'est tout. On l'essuie et on la met dans la gorge. Là, pourquoi ça, c'est plus pratique. Pourquoi on l'essuie avec de l'huile? Parce que si vous la mettez totalement à sec, elle va travailler et c'est le meilleur moyen, c'est-à-dire là, il n'y a pas de moyen de fuite. Donc, si vous mettez le jointor à sec, carrément dans une gorge sèche, là, il n'y a aucun problème, mais seulement lorsque, après quelques jours, vous voulez remplacer, vous voulez enlever ce jointor, vous allez l'enlever difficilement. Alors, en quelque sorte, pour qu'il s'enlève facilement, il faut au montage la première fois, il faut l'induire d'huile légère pour que, si vous voulez l'enlever par la suite, vous pouvez l'enlever facilement. Voilà pourquoi. Lors du stockage, il est impératif de graisser les gorges pour éviter leur oxydation. Bon, si vous avez une bride, un BOP ou une tête de puits, une mud cross ou n'importe quoi, si vous ne l'utilisez pas, vous la stockez, il faut l'induire de graisse pour la protéger et vous enlevez la graisse, bien sûr, et nettoyer le tout avant le montage. Voilà donc quelques recommandations d'utilisation des brides et des jointors. Le diverteur. Alors, on a dit que le diverteur, au fait, on ne dit pas le BOP, on dit le diverteur parce que diverteur, c'est un déviateur. Il ne ferme pas le passage, mais il dévie l'écoulement. Voilà pourquoi on l'appelle le diverteur. Je vous rappelle que si on dit le diverteur, c'est le BOP, c'est celui-là. Lorsqu'on dit le système diverteur, c'est l'ensemble, c'est-à-dire le BOP, deux sorties pour les torches et une sortie pour la boue. Voilà, ça, c'est le système diverteur. Attention, le schéma c'est un schéma standard. Vous pouvez trouver n'importe quel schéma, mais l'essentiel, c'est que le système doit porter obligatoirement ces éléments. Le BOP, deux sorties latérales pour les torches et une sortie latérale pour la boue. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez trouver deux sorties latérales seulement. Mais là, vous pouvez mettre une sortie latérale pour la boue, une sortie latérale pour la torche. Ici, donc celle-là, vous mettez une vanne ici pour la boue et là, une vanne pour la torche. Donc, vous ouvrez celle-là, vous fermez celle-là, vous ouvrez celle-là. Vous avez le retour de la boue. Lorsque le gaz arrive en surface, vous allez le diriger vers la torche. Voilà, donc ça, c'est un schéma de principe et non pas un schéma à respecter obligatoirement. Alors, les systèmes, les BOP qu'on utilise pour diverteur, ou bien on peut utiliser un BOP annulaire, carrément, c'est un BOP annulaire. Il a un gros diamètre, surtout si vous avez la première phase, parce que c'est dans la première phase qu'on a le chalot gaz. Par exemple, vous avez le BOP annulaire, 30 pouces par exemple, mais une faible pression, 30 pouces ou 29 pouces, 29,5, avec une pression de 500 ou 1000 psi. Donc ça, c'est un BOP annulaire tout court, comme ici, c'est le MSP de Hydril. Vous pouvez avoir un BOP à insert, c'est le BOP Cameron, comme je vous ai montré avant, mais de gros diamètre. Celui-là, il présente un grand avantage et un petit inconvénient. Le grand avantage, c'est quoi? C'est que, vous voyez les inserts, ça, le packer. Le packer, ici, il laisse juste passer le tout le joint de la tige. Donc, vous voyez, le jeu est très petit. Alors, lorsqu'on a une venue de gaz de surface et vous fermez, il ferme rapidement parce que le jeu est très petit entre la tige et le packer. Donc, il ferme rapidement. Par contre, celui-là,
celui-là, qui est totalement ouvert, qui laisse passer l'outil 26 pouces. Là, pour fermer, vous voyez là, l'ouverture, par exemple, c'est un 30 pouces, donc il laisse passer un 30 pouces, alors que la tige a 5 pouces. Alors, pour se fermer sur la tige, il faut vraiment attendre. Ça prend 45 secondes ou plus même, parce que là, le volume est très important. Tandis qu'ici, il se ferme rapidement. C'est un très bon avantage de ça. Seulement, il ne peut pas passer, l'outil ne peut pas passer par cette ouverture. Il ne peut pas passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut descendre l'outil ou remonter l'outil en surface? Il faut enlever le paquet. Il a des retenues. Vous voyez ici, il a des retenues. On ouvre les retenues ici et on remonte le packing, le paquet avec l'outil. Comme les switches, on le remonte et après, lorsqu'on redescend, lorsque le paquet passe ici, on va le bloquer et continuer. Voilà donc le BOP à insert. Il y a le BOP rotatif. On utilise le BOP rotatif lorsqu'on est en train de forer avec le puits sous pression. Par exemple, en UBD, on utilise un BOP rotatif. On utilise également lorsqu'on fore avec de l'air, parce qu'il arrive que dans la première phase, on utilise de l'air, on n'utilise pas de la boue. Donc, si c'est de l'air et on le laisse sortir par ici, il va couvrir tout l'appareil et l'environnement. Alors, pour éviter ça, on le divise ici et on ferme l'intérieur. Donc, nous avons ici un BOP rotatif. Qu'est-ce qu'il y a dans un BOP rotatif? Vous voyez ici votre garniture, ou bien la tige carrée, si vous utilisez la tige d'entraînement. Là, vous avez une membrane en caoutchouc. Elle n'est pas commandée par l'unité Kumi, elle est toujours fermée, là, en caoutchouc. Et il y a ici une chemise qui tourne. Là, vous voyez ici, ce sont des roulements. Des roulements, là, pour permettre la rotation de la chemise pendant le forage. Donc, la tige carrée, en tournant, elle va entraîner la membrane va entraîner la chemise et elle va tourner dans le BOP, tandis que le BOP est fixe. Oui, il est fixe ici, par la bride. Donc, il n'y a que cette partie qui est tournante. Vous voyez ici, vous avez la tige carrée, vous avez la membrane, vous avez les roulements. Ici, la chemise qui tourne avec la tige carrée, tandis que le reste est fixe. Donc, le BOP rotatif, il est directement un diverteur parce qu'en fort, et s'il y a une venue de gaz, la venue de gaz va sortir immédiatement par là, donc on n'a pas de souci pour ça. Voilà donc les trois types de systèmes ou de BOP, si vous voulez, de BOP qu'on utilise comme diverteur. Il y a ou bien le BOP annulaire, ou bien le BOP à insert. Les inserts sont les iris, là. C'est ça les inserts. BOP à insert, ou bien le BOP rotatif, le RBOP. Voilà. On va passer maintenant à un chapitre très important, c'est l'unité Kumi. L'unité Kumi, voilà. Nous avons présenté le BOP. C'est quoi le BOP? Tout simplement, il y a deux mâchoires qui se déplacent et ils sont déplacés par de l'huile qui est envoyée dans un verre. Si on revient à notre BOP à Rams, voilà, le BOP à Rams, voilà, vous avez ici un vérin ici et un vérin de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a dans le vérin? Le vérin, c'est un cylindre, vous voyez ici, il est en coupe, c'est un cylindre, il y a un piston et une tige, et sur la tige est agrafée la mâchoire. Donc, si l'huile arrive par derrière, il pousse le piston, il va fermer la mâchoire. S'il pousse par l'avant, il va pousser le piston vers l'arrière et ouvrir la mâchoire. Le BOP annulaire aussi, vous voyez, le BOP annulaire, ici aussi, il y a un piston, c'est un vérin un peu particulier. Lorsque vous envoyez de l'huile ici, il déplace le piston dans ce sens pour fermer. Lorsque vous envoyez l'huile ici,
il déplace le piston dans ce sens pour ouvrir. La même chose, donc là, je représente une partie, un vérin, c'est-à-dire pour une mâchoire, mais les deux travaillent ensemble. Donc, ça, c'est le vérin qui remplace le BOP. Alors, il y a le piston, il y a la tige de piston, il y a la mâchoire. Ici, il est en position ouverte. Il y a de l'huile qui le maintient, qui est appliquée sur le piston à l'avant pour maintenir la mâchoire ouverte. Si on envoie de l'huile par derrière, on va pousser le piston pour se fermer. Attention là, dans la position ouverte, la pression doit rester appliquée ici. Donc, il y a toujours de la pression. Alors, pour le fermer, il faut envoyer de l'huile par l'arrière, mais en même temps, il faut prévoir la purge de l'huile qui est à l'avant. Donc, on pousse vers l'arrière et on laisse échapper l'huile par l'avant. Voilà. Alors, imaginez que vous avez votre BOP, un vérin que vous allez commander. Alors, la première des choses, on utilise de l'huile hydraulique. Attention, là, de l'huile hydraulique, c'est-à-dire, on ne peut pas utiliser de l'eau parce que il va oxyder les métaux, enfin, parce que c'est de l'acier, tout ça. S'il y a de l'eau ici, il va oxyder l'ensemble. On ne peut pas utiliser du gasoil parce qu'il va attaquer les joints en caoutchouc. On ne peut pas utiliser de l'air parce qu'il est compressible. Alors, le meilleur moyen, c'est d'utiliser de l'huile hydraulique. C'est de l'huile très légère, mais attention, c'est une huile particulière. Elle doit, dans les zones où il y a des variations de température, de grandes variations de température, il faut respecter l'huile qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que s'il fait très froid, l'huile peut geler et l'unité devient inopérante, ou bien s'il est utilisé dans une zone très chaude, l'huile peut se dilater et augmenter la pression. Donc, il faut utiliser l'huile adaptée à la zone dans laquelle on travaille. Bon, alors, vous voyez, là, vous avez votre vérin qui représente le BOP. Il a, là, pour la fermeture, un circuit fermeture et un circuit ouverture. Là, si on a un bac qui contient de l'huile hydraulique, là, nous avons une pompe et là, nous avons une vanne un peu particulière. C'est une vanne à 4 voies, 3 positions. 4 voies, il y a une voie, 2 voies, 3 voies, 4 voies. Vous voyez, une voie qui arrive de la pompe. L'autre voie retourne vers le bac. Là, vous avez les 2 autres voies qui sont raccordées au BOP. Là, vous avez là, le passage dans l'opercule de la vanne. Vous voyez ici, il n'y a aucun contact entre les 4 voies. Là, on dit qu'elle est en position neutre. On peut la mettre en position ouverte, position fermée et position neutre. La position neutre, bon, attention, il y a une différence, mais disons qu'en position neutre, tout est à l'arrêt. L'huile ne peut pas passer. Voilà. Alors, si on met la vanne comme ça et on met la pompe en marche, qu'est-ce qu'il va se passer? La pompe va aspirer l'huile, elle va l'envoyer à l'arrière. Là, à l'arrière, vous voyez le circuit, là, vers l'arrière. Donc, vous allez envoyer l'huile et pousser le piston. Lorsque vous poussez le piston, l'huile qui est allée à l'avant doit s'échapper. Vous voyez, elle s'échappe et va vers le bassin, vers le bac d'huile. Donc là, vous allez fermer votre BOP. Si vous voulez faire le contraire, vous n'avez qu'à inverser la vanne, vous la tournez dans l'autre sens, et bien l'huile va venir vers l'avant, pousser le piston, et l'huile qui est dans l'arrière va retourner dans le bassin. Voilà. Là, on a en quelque sorte on a un système qui ferme et ouvre le BOP sans aucun problème. Revenons
au schéma précédent et ajoutons ici une bouteille. Là, vous avez une bouteille en acier. La bouteille en acier, elle est raccordée en bas sur le circuit de refoulement de la pompe. Voilà. Donc, l'huile peut passer ici comme elle peut entrer à l'intérieur. Attention, si vous voyez le détail, vous trouvez ici un clapet anti-retour. Ce n'est pas un clapet anti-retour, c'est un siège. Ce siège empêche la membrane de sortir par ce trou. Donc, il n'est pas étanche, il ne sert qu'à retenir la membrane pour ne pas passer par ce trou ici, former une hernie et se détériorer. C'est tout. Ce n'est pas un clapet anti-retour comme croient quelques-uns. Parce que s'il y a un clapet anti-retour ici, donc on peut remplir l'huile ici, mais on ne peut pas la récupérer. Donc ce n'est pas un clapet anti-retour. Donc là, on peut envoyer de l'huile ici. Bon. Là, donc l'huile est envoyée par le bas. À l'intérieur, il y a une membrane en caoutchouc qui est raccordée vers l'eau, ici. Elle est raccordée vers l'eau. Donc, vous avez deux entrées. L'huile qui entre ici, et là, dans la membrane, on doit envoyer un fluide ici à l'intérieur. Au début, avant de commencer avec la pompe à l'arrêt, tout à l'arrêt, on doit remplir cette membrane avec de l'azote. Attention, tout ça est vide. Tout ça est vide. On commence par remplir. Bon, là, il y a un clapet anti-retour pour qu'il n'y ait pas de retour de pression sur la pompe. Là, on apporte la bouteille de l'azote et on remplit notre membrane d'azote. Tout est vide, donc la membrane, puisque c'est du caoutchouc, elle va se gonfler et occuper tout le volume de la bouteille. On doit mettre de l'azote à l'intérieur jusqu'à 1000 psi. Attention, l'azote là, c'est un gaz inerte. Alors les gens ne comprennent pas vraiment ce que veut dire inerte parce qu'ils disent il est ininflammable, c'est-à-dire il ne prend pas feu. Mais non, ce n'est pas ça. Même l'oxygène, il ne prend pas feu. Le gaz carbonique, il ne prend pas feu. Mais surtout, si on parle de l'oxygène, il ne prend pas feu lui aussi. Mais pourquoi il est strictement interdit de l'utiliser sous pression? C'est que lorsque le gaz est mis sous pression, sa température augmente, tous les gaz. Mais là, l'oxygène, sa température augmente d'une façon très importante, c'est-à-dire elle augmente beaucoup. Par exemple, si vous avez une pompe pour gonfler les roues d'une bicyclette, par exemple, si vous pompez, vous allez sentir que c'est chaud. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on utilise les moteurs diesel. On pompe de l'air, on le met sous pression, puisqu'il y a de l'oxygène, il va se chauffer à une grande température. Il suffit d'injecter un jet de gasoil et il va immédiatement brûler au contact de l'oxygène sous pression. Alors que l'azote, il se chauffe aussi lorsqu'on le met sous pression, mais sa température n'est pas inquiétante. Elle est beaucoup plus basse que celle de l'oxygène. C'est pour ça qu'on l'utilise là où il y a le carburant, là où il y a de l'huile qui est inflammable, du pétrole, du gaz et tout ça, on utilise l'azote qui ne chauffe pas trop lorsqu'il est mis sous pression. Voilà pourquoi on utilise l'azote. Donc, on commence par gonfler la membrane avec de l'azote jusqu'à la pression de 1000 psi, ce qu'on appelle la pression de précharge. Une fois qu'on aura gonflé notre membrane, donc nous avons l'azote ici, on laisse la vanne 4 voies fermée en position neutre pour ne pas que l'huile passe dans le BOP et on met la pompe en marche. L'huile ne peut pas passer par là, donc elle doit entrer par ici et elle va pousser, comprimer le gaz jusqu'à ce qu'on arrive à la pression qu'on appelle pression de travail de 3000 psi. Attention, la 3000 psi, c'est les deux pressions, c'est la pression de l'azote et la pression de l'huile. Il y a un équilibre, c'est pour ça que c'est arrêté ici. Donc là, c'est le gaz qui est comprimé. Avant, il avait
1000 psi, mais il a un volume qui occupe toute la bouteille. Maintenant, il est comprimé, comprimé, comprimé. Il a atteint 3000 psi et il a un petit volume. Et tout l'autre, c'est de l'huile. Donc, nous avons ici, on s'en fout du gaz, mais surtout, nous avons de l'huile sous pression et elle est sous la même pression, c'est-à-dire 3000 psi. Maintenant, on enlève la pompe. Bon, il y a le clapet anti-retour, donc il n'y a rien qui va sortir par là. Et seulement avec notre accumulateur qui contient de l'huile sous 3000 psi, on peut activer le BOP. On peut le fermer en mettant la vanne en position de fermeture. Et bien, l'huile va passer ici. La pression, puisque c'est 3000 psi, il va fermer le BOP sans aucun problème. Mais ici, puisque le volume d'huile a diminué, donc le volume de gaz va augmenter, donc sa pression va diminuer. De 3000, il a chuté jusqu'à 2200. Donc, on a fermé. On a suffisamment de pression pour ouvrir. Alors, on peut ouvrir. Il suffit de mettre la vanne de l'autre côté et l'huile va passer ici. Il va l'ouvrir. La pression va encore chuter. Et on peut faire autant d'opérations jusqu'à ce que la pression ici atteigne le minimum 1200 psi. Bon, il ne faut pas qu'elle arrive jusqu'à 1000 psi. On laisse les 200 psi en secours. Pourquoi? Pour que la pression reste, l'huile reste toujours sous pression. Regardez, si je reviens à 1000 psi, là, on arrive à 1000 psi. Voilà. Supposons que vous avez votre puits sous pression et là, vous appliquez 1000 psi, il n'y a pas d'huile ici. Là, la membrane est posée sur le fond. Elle ne pousse pas l'huile, elle est posée sur le fond. L'huile ici, au début, il est sous pression. Mais imaginez que vous avez une fuite quelque part, alors la pression va chuter ici de 1000 au début à 0, parce qu'il y a une fuite. Là, lorsqu'elle elle chute, il n'y a rien qui va la maintenir. Alors, 2000, s'il y a une pression, une fuite, elle va chuter à 0. Par contre, ici, lorsqu'on a laissé un peu d'huile ici, c'est pour assurer le contact entre l'azote sous pression et l'huile. Donc, il va maintenir l'huile sous pression. S'il y a une fuite ici, la pression reste là, l'azote va faire comme ça et garder la pression. Peut-être elle est inférieure à 1200, mais il y a toujours de la pression jusqu'à ce qu'on atteigne 1000. Lorsqu'on aura atteint 1000, à ce moment-là, la pression de l'huile va chuter jusqu'à 0 s'il y a une fuite. Voilà pourquoi. Alors là, quelle est la différence entre actionner le puits à partir de la pompe, comme on l'a fait au début, sans accumulateur, et maintenant, lorsqu'on a un accumulateur, on l'a actionné avec un accumulateur. Attention, les gens se trompent, ils croient que l'accumulateur, c'est une source d'énergie au cas où on perd l'énergie électrique et l'énergie d'air, on a une autre source d'énergie. Non, c'est archi faux. Là, parce que déjà, on a deux sources d'énergie. Nous avons l'électricité. Si on perd l'électricité, on a toujours de l'air sur un appareil de forage. Il y a toujours une citerne qui contient de l'air sous 120 ou 130 psi. Donc, on utilise cet air. C'est pour ça qu'il y a une pompe électrique et il y a une pompe à air, une ou deux ou trois ou même quatre pompes à air. Donc, ce n'est pas pour cela qu'on a encore ajouté l'accumulateur, mais c'est pour fermer rapidement. Parce que si vous utilisez la pompe, uniquement la pompe a un faible débit, elle va mettre beaucoup de temps à s'arrêter, tandis que l'accumulateur, avec 3000 psi, il va fermer, on s'en fout de l'ouverture, c'est la fermeture qui doit être rapide, il va fermer rapidement le BOP. Voilà pourquoi on utilise un accumulateur.
Voilà, on va bientôt nous couper, donc j'arrête immédiatement là pour ne pas être coupé. Donc, on continuera demain. Donc, à demain.